Donc une refonte du système local, on en parle aujourd'hui, et on parle aujourd'hui de nouveau de ce partage du produit des impôts d'État avec les collectivités locales. On revient, si vous voulez, aux années 90, à la fin des années 90. Mais il faut quand même le souligner, le contexte d'aujourd'hui n'est pas celui de la fin des années 90. On en est loin. Pour avoir vécu moi-même, et pour certains d'entre vous l'avoir vécu, le savent bien, on n'est pas dans le même contexte. Donc par conséquent, la reprise de la même manière de ces propositions qui étaient celles de la fin des années 90, elle doit être de toute façon corrigée. C'est ce qui fait que le rapport qui est prévu ne va pas être immédiatement remis au gouvernement et au Parlement. En tout cas, la question qui va se poser de toute manière, c'est est-ce qu'il n'y a pas là un transfert du contribuable local vers le contribuable national. Le contribuable national ne se substitue pas au contribuable local. Ce n'est pas l'État qui devient le premier contribuable, c'est le contribuable national qui finance l'État. Donc par conséquent, c'est le contribuable national qui devient le premier contribuable. Et alors, cerise sur le gâteau, nous sommes, vous le savez, dans une situation de menace sur l'impôt qui est considérable et qui est liée à la mondialisation, à l'évasion fiscale, qui est liée à cette mondialisation et à la combinaison de cette mondialisation avec le numérique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous le savez, il y a des milliards et des milliards qui ne sont pas reversés aux États, je dis bien aux États, sous la forme d'impôts, qui échappent donc à l'impôt, parce que nous sommes dans une économie maintenant qui est une économie numérique et qui est une économie qui est particulièrement diffuse et dont les contribuables, la matière imposable, non seulement elle se déplace, mais ça c'est déjà ancien, et même très ancien, mais elle devient véritablement insaisissable, virtuelle, à la fois réelle et virtuelle, et on a beaucoup de mal à la saisir et à juguler cette érosion des bases d'imposition que l'on constate aujourd'hui. Le dernier rapport de l'OCDE montre que le seul impôt qui résiste encore, c'est l'impôt sur le revenu au niveau des pays de l'OCDE. Donc par conséquent, on voit fléchir les autres grands impôts, et l'impôt sur les sociétés a fléchi considérablement en France, par exemple. La TVA est un impôt aussi qui est affecté. Donc par conséquent, il faut s'interroger sur ce que va être l'impôt dans les années qui viennent, et je crois que c'est maintenant qu'il faut s'y interroger. Ça a des répercussions sur les impôts locaux, même si les impôts locaux ont souvent des bases foncières qui sont quand même des bases les plus solides actuellement dans le monde dans lequel nous vivons. Mais néanmoins, il y a un choc fiscal qui va être ressenti de plus en plus fortement dans les années qui viennent, vous le verrez. Et donc, une difficulté grandissante pour lutter contre cette évasion fiscale-là, qui s'introduit, qui est au niveau international, mais qui s'introduit au niveau national à travers les plateformes qui se mettent en place aujourd'hui. Une économie informelle que connaissent bien nos amis marocains se met en place par le biais du numérique aujourd'hui, et qui finalement aboutit à une perte de ressources pour les États. Et donc pour les collectivités locales, un État qui n'a plus d'argent, il ne peut plus non plus verser de subventions. Les nouveaux chocs, nouveaux besoins. Quelles ressources pour les nouveaux besoins? Les nouveaux besoins, ça va être d'assumer ces nouveaux besoins, c'est-à-dire les nouvelles charges qui constituent une menace aussi sérieuse que la menace fiscale sur les finances publiques en général. C'est le choc démographique d'abord. Nous serons 10 milliards, selon un rapport récent, nous serons 10 milliards d'ici 2050 sur cette planète, et donc par conséquent, une population qui va, parce qu'elle va chercher du travail, parce qu'elle va chercher des services, etc., s'installer en milieu urbain. Il y a une urbanisation galopante en ce moment. Nous étions, vous le voyez sur le slide, en 1950, 30% de la population à vivre dans les villes. Nous serons carrément l'inverse en 2050. Nous serons 70% en moyenne. Nous sommes déjà, nous, au-delà de cette proportion-là. Et les milieux ruraux également seront sous influence urbaine. En France, une étude de l'INSEE, d'il y a 2 ans maintenant, remarquait que 95% de la population française était sous influence urbaine. Donc par conséquent, les mentalités changent aussi. Les besoins changent. Même si on est en milieu rural, on a des besoins qui sont à l'identique des milieux urbains. Donc des coûts qui vont être de plus en plus importants. Donc par conséquent, non seulement une culture qui change, un monde qui change également.
Le choc des territoires. Les métropoles se développent de plus en plus. Les métropoles, eh bien, se retrouvent maintenant confrontées. Nous avons organisé un colloque à Lyon sur ce sujet-là, et c'était évident. Il y avait là le représentant de la métropole, de Lyon, et également le représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on s'aperçoit bien qu'il y a des problèmes. Et puis bon, en région parisienne, vous le savez, alors, quels vont être les rapports entre la région, l'État, les rapports financiers entre la région, l'État et les métropoles? Je parle des grandes métropoles, des métropoles économiques. Je ne parle pas des micro-métropoles. Nous allons en avoir 22 métropoles en 2018. Je parle des vraies métropoles, celles qui ont une puissance économique. Et il y en a 600 dans le monde, qui représentent, comme vous voyez, le tiers de la richesse mondiale. Et des métropoles qui sont organisées à travers leurs associations, des différentes associations en réseau, et qui constituent non seulement un nœud de pouvoir économique, mais un nœud de pouvoir politique qui est potentiellement en puissance. Donc par conséquent, il faut y faire attention. Ça va bouleverser notre système financier local, tout cela. La révolution algorithmique aussi, avec non seulement les objets connectés, les villes connectées, le local a besoin du numérique. Vous ne pouvez pas attirer ni des populations ni des entreprises si la collectivité locale, rurale ou urbaine, n'est pas numérisée, c'est-à-dire n'est pas une collectivité, un territoire intelligent. Et ça coûte cher, vous le savez. Donc par conséquent, là encore, il va falloir trouver les moyens de financer cela. Et puis il y a le choc climatique, on en parle beaucoup avec le sommet qui s'est tenu hier, le choc climatique avec la COP21, COP22, la COP23 et le séminaire, le sommet qui s'est tenu hier à Boulogne-Billancourt. Mais alors, la question c'est comment financer tout ça. Même les États, je me demande bien comment ils vont financer cette histoire-là. Les collectivités locales n'ont pas vraiment accès aux financements internationaux. On parlait des financements européens, par exemple. Très souvent, les financements sont accordés aux souverains, mais pas aux sous-souverains. Je veux dire à l'État, mais pas aux collectivités locales. C'est par exemple le cas, vous le savez bien, au Maroc, c'est le cas de la Banque mondiale, par exemple. Elle accorde des prêts aux souverains, mais pas aux sous-souverains. Elle n'accordera pas de prêts à Rabat, à Casa, etc., aux collectivités locales qui en ont largement besoin. Donc par conséquent, là encore, il va y avoir un problème de financement. Les métropoles s'arrangent là-dessus. Les métropoles se sont réunies exactement il y a un an, pratiquement il y a un an, c'était le 8 décembre de l'année dernière. Elles se sont réunies à Mexico, comme vous le savez. Le C40, c'est-à-dire ces 90 métropoles, se sont réunies et se sont fixés des objectifs. La présidente de la C40, c'est la maire de Paris, Hidalgo. Mais là encore, est-ce que les objectifs qui ont été fixés en décembre 2016 vont pouvoir être tenus compte tenu des financements dont disposent les métropoles? Déjà, le C40 a dit on n'y arrivera pas dans les délais que nous nous sommes imposés. Donc par conséquent, il y a vraiment un gros problème là encore de financement, et les collectivités locales se trouvent en prise directe avec ces problèmes-là. Et puis il y a le choc sécuritaire qui concerne à la fois tous les domaines. On sait très bien au niveau international que dans les années qui viennent, la sécurité, qu'elle soit sécurité défense, police, sanitaire, environnementale, etc., va poser de gros problèmes financiers. Donc par conséquent, nous sommes dans un monde qui se métamorphose. Nous passons d'un modèle économique qui était très vertical à un modèle économique sous les effets du numérique, d'une poussée du numérique très forte, qui s'est amorcée déjà à la suite des années 80, des crises des années 70, etc., et des différentes crises qui se sont succédées depuis. Nous sommes dans une société qui se métamorphose et qui passe qui engendre un modèle économique et politique qui devient un modèle économique et politique mondial et horizontalisé, avec des entreprises qui ont quitté aussi le mode de fonctionnement qu'elles avaient autrefois et qui se sont organisées à peu près de la même manière. Alors les finances locales pourront-elles supporter et pourront-elles assumer ces dépenses, pourront-elles trouver leur place dans ce système-là, dans ce contexte-là? Quel mode alternatif? Vous en avez cité plusieurs, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez évoqué les partenariats publics-privés, en disant que ça avait commencé dans les pays anglo-saxons, tout à fait, nous sommes venus en 2004. Donc par conséquent, quelle forme nouvelle, le
financement participatif, la privatisation peut-être même du domaine public, ou des baux de très longue durée qui peuvent être accordés à des entreprises qui accepteraient de prendre en charge un certain nombre de dépenses, d'objectifs, je ne sais pas. En tout cas, on se constate au niveau international, pour deux raisons, un développement et une augmentation des redevances. Pas une augmentation financière, je veux dire une augmentation du nombre de redevances, de l'utilisation des redevances au niveau international actuellement. Parce que d'une part, ça fait disparaître une partie de la pression fiscale, hein, puisqu'on finance par l'usager et non plus par l'impôt, par le contribuable, et puis par ailleurs, parce que c'est aussi un moyen de financer des services publics qu'on n'arrive plus à financer par la fiscalité qui est insuffisante. Donc par conséquent, on est dans cette situation-là, dans cet espace international-là, national-là, local-là, un espace global qui, je crois, va peser lourd sur les modes alternatifs de financement. Merci infiniment pour votre écoute.